Mesdames, Messieurs, bonsoir. On dit souvent que les liens du sang sont indéfectibles, que la famille est un roc, un refuge sacré où l'on trouve toujours une main tendue quand la vieillesse nous courbe vers le sol. C'est une belle image, n'est-ce pas? Une image de carte postale rassurante que l'on aime se raconter lors des repas de Noël. Mais la réalité, mes chers auditeurs, est parfois bien plus sombre. Il arrive que le sang ne soit que de l'eau. Il arrive que les enfants que l'on a élevés, choyés, portés au nu, se transforment en étrangers, au cœur de pierre attendant l'héritage, comme des vautours attendent la fin d'une bête blessée. Et parfois, dans un tour de force dont seul le destin a le secret, l'amour véritable surgit de là où on ne l'attendait plus. Il surgit du passé. Il surgit d'un péché de jeunesse, d'un secret enfoui sous des décennies de silence. L'histoire de ce soir est celle de Cécile, une grande dame, une matriarche respectée, qui croyait mourir seule dans son grand appartement vide. C'est l'histoire d'une vengeance posthume, mais d'une vengeance dictée par l'amour et non par la haine. C'est l'histoire de l'enfant de l'ombre. Notre récit s'ouvre dans une atmosphère lourde, ouatée, celle d'un cabinet notarial, au cœur du 8e arrondissement de Paris. Dehors, une pluie fine et glaciale bat les pavés comme si le ciel lui-même pleurait la défunte. À l'intérieur, dans ce bureau, aux boiseries sombres qui sentent la cire, et le vieux papier, le temps semble suspendu. 3 personnes font face au notaire maître Verneuil. Il y a d'abord Jean-Charles, 55 ans, le fils aîné. Un homme sec, nerveux, vêtu d'un costume gris anthracite impeccable. Il tapote du pied, impatient. Pour lui, cette lecture de testament n'est qu'une formalité administrative avant de pouvoir enfin mettre en vente l'appartement familial de l'avenue Henri-Martin et empocher sa part. À ses côtés, sa sœur Béatrice. 50 ans bourgeoise, couverte de bijoux, un peu trop voyant pour une période de deuil. Elle feint d'essuyer une larme avec un mouchoir en dentelle, mais ses yeux vifs et calculateurs scrutent les dossiers posés sur le bureau. Elle pense déjà à la rénovation de sa maison de campagne en Normandie. Et puis, il y a une 3e personne. Assis un peu en retrait sur une chaise moins confortable. Un homme d'une 40aine d'années. Il porte un blouson simple, un pantalon de velours usé mais propre. Il a des mains de travailleur, des mains abîmées. Il ne regarde pas le notaire. Il regarde le sol. Il pleure. Lui, il pleure vraiment. Ses épaules sont secouées de sanglots silencieux. Jean-Charles et Béatrice lui lancent des regards méprisants. Pour eux, cet homme n'est personne. C'est l'aide-soignant, ou peut-être le jardinier que leur mère avait engagé sur la fin. Ils se demandent même ce qu'il fait là. Sans doute espère-t-il un petit chèque pour bons et loyaux services. 1 000 €, 2 000. Ils sont prêts à lui donner pour qu'il déguerpisse. Maître Verneuil se racle la gorge. Il ajuste ses lunettes. Il y a dans son regard une lueur étrange, un mélange de solennité et peut-être d'une certaine satisfaction ironique. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la lecture du testament authentique de Madame Cécile de Rostand, décédée le 14 novembre dernier. Jean-Charles soupire. Allons-y, maître. Nous avons des obligations. Le notaire commence sa lecture. Les formules juridiques s'enchaînent et soudain, la phrase tombe. Lourde, définitive. Je sous-signais Cécile de Rostand, saine de corps et d'esprit, institut pour mon légataire universel. Le notaire marque une pause. Il regarde Jean-Charles, il regarde Béatrice, puis il tourne son regard vers l'homme en retrait. Monsieur Pierre Duroy, ici présent. Un silence de mort s'abat sur la pièce. Un silence si dense qu'on pourrait le couper au couteau. Quoi? Aboie Jean-Charles, se levant d'un bond. Qui ça, lui, le jardinier? C'est une plaisanterie? Monsieur Duroy recevra la quotité disponible de mon patrimoine ainsi que la totalité de mes contrats d'assurance vie, poursuit le notaire imperturbable. Mais c'est impossible! Hurle Béatrice, le visage déformé par la rage. C'est un abus de faiblesse. Maman était sénile. Qui est cet homme? C'est un escroc. Le notaire referme le dossier doucement. Il croise les mains. Non, madame, ce n'est pas un escroc.
Et ce n'est pas le jardinier. Il regarde l'homme humble, qui lève enfin les yeux, des yeux bleus, limpides, les mêmes yeux que ceux de la défunte, sur les portraits de jeunesse. Monsieur Pierre Duroy est votre frère aîné. Pour comprendre la déflagration qui vient de se produire, il faut remonter le temps. Il faut effacer les rides, oublier la maladie et retrouver la France des années 1960. Une France corsetée, stricte, où les apparences comptent plus que le bonheur. Cécile a 20 ans. Elle est belle, elle est riche, elle est issue d'une grande famille industrielle du Nord. Son destin est tracé, elle doit épouser un homme de son rang, faire de beaux enfants et tenir son rang dans les dîners mondains. Mais Cécile a un cœur qui bat. Lors d'un été passé dans le domaine familial en Sologne, elle tombe amoureuse. Pas d'un vicomte ni d'un banquier, mais de Gabriel. Gabriel est le fils du métayer. Il a les mains calleuses, il sent la terre et le foin coupé, et il a ce rire franc qui fait vibrer l'âme de Cécile. C'est une passion fulgurante absolue, et bien sûr interdite. Ils se voient en cachette dans la grange, au bord de l'étang sous le clair de lune. Ils s'aiment comme on ne s'aime qu'une fois. Mais l'automne arrive, et avec lui, les conséquences. Cécile est enceinte. Dans son milieu, à cette époque, c'est l'apocalypse. C'est le déshonneur. Une fille-mère, avec un paysan. C'est la mort sociale. Ses parents découvrent la vérité. La sentence est immédiate et impitoyable. Gabriel est chassé, menacé, renvoyé au loin. Cécile est enfermée puis envoyée en voyage en Suisse, dans une clinique discrète tenue par des religieuses. Là-bas, dans le froid et la solitude, elle accouche d'un petit garçon. Elle veut le garder. Elle supplie. Elle hurle. Mais on ne l'écoute pas. On lui dit que c'est pour son bien, que cet enfant gâcherait sa vie. On lui arrache le bébé des bras avant même qu'elle ait pu lui donner le sein. L'enfant est confié à l'assistance publique sous le sceau du secret. Né sous X. Cécile rentre en France le ventre vide, le cœur en miettes, avec pour seule consigne « oubli ». Fait comme si rien n'était arrivé. Elle a obéi, en apparence. Elle s'est mariée avec un homme bien sous tout rapport. Elle a eu 2 autres enfants, Jean-Charles et Béatrice. Elle a été une mère parfaite, une épouse modèle. Elle a organisé des galas de charité, elle a brillé en société. Mais personne n'a vu la fissure. Personne n'a vu que chaque année, à la date anniversaire de cet accouchement secret, Cécile s'enfermait dans sa chambre pour pleurer. Personne n'a su qu'elle avait engagé des détectives privés pendant des années pour retrouver la trace de ce bébé perdu. C'était sa croix, son secret, une plaie jamais refermée qui suintait en silence sous la soie et les perles. Les années ont passé. Le mari de Cécile est mort. Jean-Charles et Béatrice ont grandi. Et c'est là que le drame de la vieillesse a commencé. Vous savez, on juge souvent la qualité d'une éducation à la réussite professionnelle des enfants. À ce titre, Cécile avait réussi. Jean-Charles était un avocat d'affaires redoutable, Béatrice avait épousé un riche promoteur immobilier. Mais si l'on juge l'éducation à la qualité du cœur, alors Cécile avait échoué lamentablement. Ses enfants sont devenus des monstres d'égoïsme. Pour eux, leur mère n'était plus une personne, c'était une banque, une institution. Quand Cécile a commencé à décliner vers 80 ans, quand le cancer a commencé à grignoter ses forces, leur indifférence s'est révélée dans toute sa laideur. Ils ne venaient plus la voir le dimanche. « Trop de travail, maman. On a un golf ce week-end. » Ils l'appelaient à peine. Et quand ils appelaient, c'était pour demander de l'argent. « Maman, les travaux de la piscine coûtent plus cher que prévu, tu peux faire un virement. » Ils ont commencé à vendre les tableaux de l'appartement alors qu'elle était encore vivante. De toute façon, tu ne les regardes plus avec ta cataracte autant que ça serve. Cécile se retrouvait seule dans ce grand appartement de 200 mètres carrés avec pour seule compagnie une aide ménagère payée à l'heure qui la volait un peu. Elle passait ses journées assise dans son fauteuil Voltaire, regardant la pluie tomber sur Paris, se demandant à quoi avait servi toute cette vie de sacrifice si c'était pour finir comme un meuble encombrant dont on attend qu'il casse pour récupérer le bois. Et puis un jour, le miracle s'est produit.
C'était il y a 2 ans. Une lettre est arrivée. Une lettre simple manuscrite sur du papier écolier. Pas de demande d'argent, pas de menace. Juste ces mots, Madame, je m'appelle Pierre. J'ai mis 40 ans à vous retrouver. Je ne veux rien de vous. Je veux juste savoir si j'ai vos yeux. Cécile a cru que son cœur allait s'arrêter. Elle a reçu cet homme. Pierre. Il n'était pas avocat ni banquier. Il était ébéniste. Il avait été adopté par une famille aimante mais modeste, des artisans du Jura. Il avait eu une belle vie simple, mais il avait toujours eu ce vide en lui. Grâce à la modification de la loi sur l'accès aux origines personnelles, il avait pu remonter le fil jusqu'à Cécile. La rencontre fut bouleversante. Pas de grands cris. Juste 2 êtres qui se regardent et qui se reconnaissent. Il avait ses yeux. Il avait le sourire de Gabriel. Pierre n'a rien demandé. Il a vu la richesse de l'appartement, le luxe, mais il s'en moquait. Ce qu'il a vu, c'est la solitude de cette vieille dame. Il a vu la poussière sur les meubles, le frigo vide, la tristesse insondable de ce regard. Et Pierre est revenu. Il habitait en province, mais tous les week-ends, il prenait le train. Il venait passer 2 jours avec elle. Il ne l'emmenait pas au golf. Il s'asseyait par terre à côté de son fauteuil. Il lui lisait des poèmes. Il lui massait les mains percluses d'arthrite. Il lui cuisinait des petits plats simples, des soupes de légumes, des gâteaux aux pommes. Cécile a redécouvert ce que signifiait être mère. Être mère, ce n'est pas signer des chèques. C'est recevoir de l'amour. Elle lui a parlé de Gabriel. Elle lui a raconté leur histoire. Pour la première fois de sa vie, elle a pu dire la vérité. Elle s'est libérée de 50 ans de mensonges. Et Jean-Charles et Béatrice. Ils ne se sont aperçus de rien. Quand ils passaient en coup de vent 1 fois tous les 3 mois, ils croisaient Pierre dans le couloir. « Bonjour » disait Pierre poliment. Jean-Charles ne répondait même pas. Il demandait à sa mère « C'est qui, lui, le nouveau kiné ?»« Fais gaffe, maman, le personnel de maison, ça vole. » Cécile souriait mystérieusement. « C'est un ami, Jean-Charles, juste un ami. » Ils n'ont jamais cherché à savoir. Leur arrogance les aveuglait. Pour eux, un homme habillé en velours côtelé ne pouvait pas être un membre de leur caste, donc il n'existait pas. La fin est arrivée doucement. Le cancer a gagné du terrain. Cécile a dû être hospitalisée à domicile. Elle a refusé d'aller en clinique. Elle voulait mourir chez elle. Qui était là? Qui a tenu la bassine quand elle vomissait ses chimiothérapies? Qui a changé ses draps quand elle était trop faible pour se lever? Qui lui tenait la main pendant les longues nuits d'angoisse où la mort rôde dans la chambre Pierre? Pierre a mis son atelier en pause. Il s'est installé dans la petite chambre de bonne au 6e étage. Il a veillé sur elle comme sur un trésor. Et les autres? Les légitimes. Ils appelaient le médecin. « Docteur, combien de temps encore ?» Non, parce que pour les vacances de la Toussaint, il faudrait qu'on sache si on doit annuler ou pas. Ils passaient, regardaient leur mère avec dégoût, mettaient un masque pour ne pas attraper de microbes. « Ça sent la mort ici », a dit un jour Béatrice en sortant de la chambre sans savoir que Pierre était derrière la porte. « Vivement que ce soit fini, qu'on puisse refaire la déco. » Cécile a entendu. Elle était faible, mais elle n'était pas sourde. Ce jour-là, elle a pris sa décision. Elle a fait venir Maître Verneuil, pas au cabinet, mais à son chevet. Pierre ne voulait rien. Il disait « Maman », il l'appelait maman maintenant, « garde ton argent pour eux. Moi, j'ai ce que je voulais, je tais-toi. » Mais Cécile était une femme de justice. « Non, Pierre, la justice, ce n'est pas le sang, c'est l'amour. Ils ont le nom, mais toi, tu as le cœur. » Elle a tout organisé, méticuleusement. Elle a reconnu Pierre officiellement. Les tests ADN ont été faits dans le plus grand secret, validés par un laboratoire agréé, déposé chez le notaire. Elle l'a reconnu comme son fils. En France, on ne peut pas déshériter totalement ses enfants. Il existe la réserve héréditaire. Jean-Charles et Béatrice auraient droit à leur part minimale. C'est la loi. Mais Cécile a été plus maligne. Elle avait souscrit des années auparavant d'énormes contrats d'assurance-vie. L'assurance-vie, mesdames et messieurs, est un outil formidable, elle est hors succession.
Elle n'entre pas dans le partage classique. Elle a mis Pierre comme seul bénéficiaire de ces contrats. Des millions d'euros. Et pour le reste, l'appartement, les meubles, les bijoux, elle a utilisé la quotité disponible, la part qu'on peut donner à qui l'on veut. Elle l'a donnée à Pierre. Résultat, Jean-Charles et Béatrice ne récupéreraient que des miettes. Des miettes et surtout les droits de succession exorbitants sur l'appartement qu'ils seraient obligés de vendre pour payer le fisc car ils n'auraient pas le cash nécessaire. Cécile s'est éteinte un mardi matin à l'aube. Elle est partie paisiblement. Pierre lui tenait la main. Ses derniers mots ont été pour lui « Merci de m'avoir sauvé ». Jean-Charles et Béatrice sont arrivés 2 heures plus tard. Ils ont joué la comédie des larmes. Ils ont parlé d'organisation des obsèques de faire-part dans le Figaro. Ils ont ignoré Pierre, qui pleurait dans un coin. Le jour de l'enterrement, ils étaient au premier rang, dignes recevant les condoléances du tout Paris. Pierre était au fond de l'église, caché derrière un pilier. Personne ne lui a serré la main. Et nous voici revenus à ce bureau de notaire. La bombe a explosé. « Votre frère », répète Jean-Charles livide. « C'est impossible, maman n'a jamais… » Maître Verneuil sort un document. Voici l'acte de reconnaissance de maternité. Voici les tests ADN comparatifs. La filiation est incontestable. Monsieur Pierre Duroy est votre demi-frère aîné. Béatrice s'effondre sur sa chaise. Mais, et l'argent? Comme je vous l'ai dit, reprend le notaire avec un plaisir non dissimulé. Madame de Rostand a pris des dispositions très précises. Les contrats d'assurance-vie qui constituent 80% de la fortune liquide reviennent à monsieur Pierre Duroy. Vous héritez, vous et votre frère, de votre part réservataire sur l'appartement. Cependant… Cependant quoi? Grogne Jean-Charles. Cependant, l'appartement nécessite de lourds travaux et les droits de succession à régler à l'État s'élèvent à 45% de sa valeur payable sous 6 mois. Comme vous n'héritez pas de liquidité, je crains que vous ne soyez obligé de vendre le bien rapidement, peut-être en dessous du marché, pour payer vos impôts. C'est le coup de grâce. Non seulement ils n'ont pas le jackpot, mais ils héritent d'une dette fiscale immédiate. Ils sont piégés. Jean-Charles se tourne vers Pierre, les yeux injectés de sang. On va contester. On va plaider l'insanité d'esprit. On va te traîner dans la boue. Tu ne verras pas un centime, sale bâtard. Pierre se lève lentement. Il n'a pas peur. Il a la force tranquille de ceux qui ont la conscience pure. Il regarde ce frère en costume, ce frère qui n'a jamais tenu la main de sa mère. « Vous pouvez faire tous les procès que vous voulez », dit Pierre d'une voix calme et posée. Le notaire a des vidéos, des attestations médicales prouvant que maman était parfaitement lucide jusqu'à la fin. Vous perdrez. Il s'approche de la table. Il ne prend pas le chèque que le notaire lui tend. Il le laisse poser. « Vous savez, » continue Pierre, « je n'ai jamais voulu cet argent. Si vous aviez été là, si vous l'aviez aimé, si vous m'aviez juste dit bonjour dans le couloir, j'aurais peut-être partagé, j'aurais peut-être refusé l'héritage. » Il marque une pause et ses yeux se voilent de larmes. « Mais vous l'avez laissé mourir de solitude, vous l'avez traité comme un portefeuille. Alors cet argent, je vais le prendre, pas pour moi. Je vais racheter la métairie en Sologne, celle où elle a aimé mon père. Je vais en faire une fondation pour les mères isolées, pour que plus jamais une femme ne soit obligée d'abandonner son enfant par honte. » Il se tourne vers Béatrice qui pleure maintenant de vraies larmes, des larmes de rage et de regret. « Maman m'a laissé une lettre pour vous. Elle est dans le dossier. Elle dit juste ceci. L'argent ne remplace pas la présence. Vous avez choisi l'absence, je vous laisse le vide. » Pierre salue le notaire d'un hochement de tête et sort du bureau laissant derrière lui ses demi-frères et sœurs, anéantis, ruinés, non pas financièrement. Ils ont encore de quoi vivre, mais ruinés moralement. Ils resteront à jamais les enfants qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas su aimer. Mesdames, messieurs, l'histoire de Cécile et de Pierre nous rappelle une leçon fondamentale. L'héritage le plus précieux ne s'écrit pas sur un testament. Il s'écrit dans les souvenirs, dans les gestes de tendresse, dans le temps passé ensemble. On ne récolte jamais que ce que l'on sème.
Jean-Charles et Béatrice ont semé l'indifférence, ils ont récolté le vent. Pierre a semé l'amour désintéressé et il a récolté la justice. Alors, ce soir, si vous avez encore vos parents, ne vous demandez pas ce qu'ils vous laisseront. Demandez-vous ce que vous leur apportez aujourd'hui. Car le vrai trésor, c'est d'être là avant qu'il ne soit trop tard. Prenez soin de vous et des vôtres.